m'appelle donc Laurent Val, je suis éleveur de coqs de pêche en Corrèze. Alors on a une tradition ici d'élevage de coqs de pêche du Limousin. Alors je dirais même corrézien parce que si on fait l'épicentre de l'élevage du coq de pêche, eh bien, il se situe à quelques dizaines de kilomètres du lieu où vous êtes. Et c'est là qu'on observe les plus beaux sujets. Alors on distingue aujourd'hui, à ma connaissance, 3 ou 4 grandes catégories de coqs de pêche. Donc on a les Américains avec, on en parlait tout à l'heure, les coqs Metz, Thomas Whiting avec Whiting Farm, qui a eu une belle réalisation. Les coqs Pardo du Léon et Indio qui ont eux de bons résultats aussi, avec une orientation plus eux sur la production de pelles. Et bon, on a parlé tout à l'heure, mais Thomas Gilles qui a fait un très très bon travail sur la sélection de la pelle sur le coq Pardo du Léon. Et après on va dire en dernier lieu, qui sont, bon, c'est toujours dommage de parler comme ça, mais de moins bonne qualité, les coups indiens, enfin les coqs indiens. Voilà. Alors notre coq de pêche du Limousin, il a des caractéristiques assez précises en termes de coloris, en termes de volume et en termes de mécanique de la plume. Alors on a sur ce coq là un coq qui est complet. Alors quand je dis complet, c'est-à-dire qu'on va prélever sur ces coqs là des hacles. Donc les hacles, c'est ce qui permet de faire les collerettes, c'est ces petites plumes qui se situent à la base de la crête, en partant d'une taille très petite pour aller jusqu'à des tailles d'hameçon de 14, 12, voire même sur des hameçons de 10. Donc là on va prélever les hacles. Un coq en moyenne chez nous a entre 350 et 500 hacles. Ensuite, on va prélever sur ce même coq des pelles. Alors les pelles, on a 3 niveaux de pelles. On a les pelles d'ailes qui sont des plumes assez rigides et très colorées, qui sont intéressantes pour faire des cercles, mais aussi pour faire des sedges. Ensuite, on a les pelles d'épaule avec une fibre un peu plus longue et souvent très bien pigmentée. Et après, on a les pelles de cap ou pelles de dos qui, elles, sont plus longues, plus brillante mais plus souple. Alors on s'en sert beaucoup en mouche noyée. Alors ce coq là, voilà, il est complet, il a des pelles d'ailes, des pelles d'épaule et des pelles de dos. Et ensuite en dernier lieu on va avoir ici des lancettes. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça des lancettes? Parce qu'elles ont une forme de lance. Elles servent physiologiquement sur le coq à évacuer l'eau lorsqu'il pleut, et on s'en sert en fait pour faire soit des grosses collerettes de mouches de mai ou de palmeur, ou bien même des cercles pour des mouches sèches, ou même des mouches noyées. Donc voilà, notre coq de pêche du Limousin, il a eu cette caractéristique d'avoir, on va dire, 4 types de plumes. Donc des hacles, pelles d'ailes, pelles d'épaule, pelle de dos et lancette, ça doit en faire même 5. Voilà, contrairement aux Américains qui ont soit des hacles et des lancettes, ou alors que des pelles de dos. Alors après en termes, donc déjà voilà, sur notre coq de pêche du Limousin qui a été, je vous le disais tout à l'heure, est bâti par des pêcheurs en fait. Hein. C'est vraiment moi j'élève ces coqs là, mais c'est les pêcheurs qui l'ont bâti. Et le pêcheur local, il voulait pouvoir monter toutes les mouches avec les plumes du même coq. Et la tradition ici étant beaucoup d'utiliser à l'origine en mouche sèche, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur les collerettes et sur les pelles et lancettes pour faire les cercles. Voilà. Après en termes de coloris, notre coq de pêche du Limousin, il se décline sous de nombreux coloris. En fait, le coq de pêche du Limousin est un mutant. Alors Charles Guédy, que vous rencontrerez peut-être à Neuvic, dit souvent que c'est un mutant qui accompagne le pêcheur. Et il a bien raison puisque c'est le pêcheur qui le bâtit. Et ce coq-là, alors il s'exprime là aujourd'hui sur ce coq-là sur
un gris bleu légèrement rouillé, on va dire, mais il peut être blanc, il peut être noir, il peut être roux, il peut être miel. Et dans les teintes de gris, on va du gris clair au gris bleu, gris foncé, en passant par des teintes de miel ou ambré. Alors je vais toujours citer Charles Guédille, et il disait que certains, alors on trouve des dorures au niveau de la plume. Les anciens disaient que c'était on est dans des zones aurifères et que c'était les paillettes d'or qui se répercutaient sur la plume en fait. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que notre région, qui est un bon terroir, permet l'expression de nombreuses couleurs. Moi, j'ai fait l'expérience d'amener ces coques-là dans le Vaucluse, par exemple. Le Vaucluse, c'est la vallée du Rhône, donc sur des sols qui sont calcaires, avec des températures très élevées. C'est le Comtat Vénessin, Avignon, voilà, au pied du Mont Ventoux. Et alors, il gardait une plume qui était assez jolie. Par contre, tout l'aspect de pigmentation disparaissait. En fait, on avait ce coq-là, on le prend, vous lui faites passer une mue, parce qu'en fait, il faut que les plumes tombent. Vous faites passer une mue et le coq, il va devenir gris uniforme. Voilà, c'est extraordinaire que alors, à quoi est due cette pigmentation? On suppose toujours. Alors personnellement, je pense qu'il y a une partie alimentation et contact avec le sol, hein. Je vous le disais, on est sur des arènes granitiques et des micaschistes en décomposition, avec des teneurs alors certains disent des teneurs en radon dans le sol, qui auraient un impact sur la plume. Ça c'est possible. L'amplitude thermique, ça c'est indéniable, c'est-à-dire qu'on est dans des... cet après-midi, il va faire 23-24 degrés, ce matin il faisait -1, donc on a des fortes amplitudes thermiques, et au moment de la mue, ces amplitudes thermiques, elles jouent sur l'aspect physiologique. Le coq, en fait, est un individu qui va se défendre des éléments climatiques. Pour se protéger de ces amplitudes thermiques, du froid et du chaud, eh bien, lui, il n'a pas la capacité à aller dans la garde-robe et prendre la doudoune. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire de la plume. La pluie aussi lui permet aussi de renforcer voilà, ces éléments de défense, donc que sont les plumes, en produisant de la plume. Alors ici, c'est vrai qu'elle est dans notre zone, elle est assez jolie au dire des pêcheurs. Elle a ces fameuses pigmentations. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui ces beaux sujets. Alors la tradition, en fait, pour ma part, elle est ancestrale. Moi, je me considère comme un peu comme un maillon de la chaîne qui doit transmettre aux générations futures ces beaux gallinacés, en y apportant avec toute modestie peut-être quelques petits éléments pour le faire, pour accompagner le pêcheur, hein. Mais voilà, on se doit être le maillon qui va transmettre, qui a été transmis par nos ancêtres et qui sera transmis aux générations futures. Pour ma part, mon grand-père qui était meunier sur les bords de la Corrèze, alors que je n'ai pas connu, mais au dire de mon père, avait déjà des coques de pêche, et la tradition était sur les rivières de la Corrèze. Il y avait des moulins qui exploitaient la force de l'eau pour moudre du grain. Et avec le son qui restait, souvent on avait des coques de pêche. Et les pêcheurs qui passaient dans les coins, en fait, prenaient quelques plumes et montaient. Alors c'était des montages paysans, on appelait ça. C'est-à-dire c'est des montages sur hameçon, des fois même sans fil, en fait. C'est-à-dire qu'on se sert du rachis pour faire un nœud et pour faire une mouche. Alors au bout de 2 ou 3 gobages, elle a été détruite. Mais voilà, ils prélevaient souvent quelques plumes sur ces fameux coques de pêche. Et souvent, ils ramenaient un plat de truite au meunier. Voilà. Donc c'est un coq qui a des origines ancestrales. Alors certainement, on parlait des coqs Pardo du Léon tout à l'heure, certainement très très proche au niveau génétique du Pardo du Léon, parce qu'ici on est sur
sur les routes de Saint-Jean-de-Compostelle. En fait, c'était un pèlerinage qui allait jusqu'à Saint-Jean-de-Compostelle. Et il y a eu certainement des flux génétiques entre nos coqs limousins et les coqs Pardo du Léon. Alors dans la littérature, on en parle un petit peu. Aujourd'hui, moi j'élève là quelques coqs Pardo du Léon. Si on approche les plumes, on se rend compte qu'il y a, alors, avec des niveaux de pigmentation un peu différents, mais il y a une similitude qui est très importante. Donc c'est un cousin. Alors qui les a amenés en premier, je ne sais pas, mais il y a une parenté en fait. Voilà. Vous me parliez de Thomas Gilles tout à l'heure qui était inquiet sur l'avenir du coq Pardo du Léon. Alors nous on essaye de faire en sorte que nos coqs du Limousin vivent. On est aussi un peu inquiet alors par le manque de jeunes qui viennent rejoindre ces filières-là, des contraintes environnementales et sanitaires qui sont de plus en plus contraignantes, alors qui peuvent être des atouts lorsqu'on a un élevage assez important, mais qui pour l'élevage amateur et l'élevage traditionnel sont assez difficiles à digérer et qui peuvent même repousser des gens de garder des volailles chez soi. Et le grand perdant, c'est pas nous, c'est pas l'homme, c'est le réservoir génétique, c'est le coq de pêche, c'est un fruit de la biodiversité. Il a traversé, il n'a pas de qualité bouchère. Alors c'est une poule pondeuse, mais si ce n'est ses plumes, il n'a pas de raison d'être en fait. Hein. Voilà. Et alors après, c'est des coqs qui sont très rustiques. C'est-à-dire que si vous lâchez un coq comme ça en pleine nature, il est capable de se percher. L'année dernière, j'avais des coqs là, et ils montaient à la pointe de ce grand hêtre. Donc lorsqu'ils sont adultes, ils montent à 20-30 mètres de haut pour se percher, quoi. Voilà. Alors ces coqs sont aussi le produit d'une manifestation qui a lieu à Neuvic-du-Sel. Alors c'est le concours national des coqs de pêche de Neuvic qui rassemble tous les coqs, tous les meilleurs coqs de pêche de France, et où les coqs vont donc se confronter les uns aux autres et vont être jugés sur leur qualité. Alors on va prendre plusieurs points, donc les hacles, les pelles d'épaule, les pelles d'aile, les pelles de dos et ensuite les lancettes et ensuite l'aspect général du coq. Alors ce concours il est très ancien puisque on a passé je pense les 40 ans du concours, donc c'est une manifestation qui est très très vieille et qui a su orienter le coq de pêche en fait. Il a permis de fédérer les éleveurs entre eux et il a aussi amené des pêcheurs à juger les plumes. Et ça c'est important parce que si on reste tous dans notre coin, nos coqs on pense on a toujours l'impression qu'on a les plus beaux sujets. Ça permet d'évaluer alors les éleveurs entre eux, mais aussi au sein de notre élevage. C'est-à-dire que moi demain je vais amener par exemple 8 coqs au concours et peut-être que je pense que le coq 1 ou le coq 2 sont les mieux pour moi, alors que certains pêcheurs avec d'autres orientations vont me dire ah bien là tu as un sujet plus intéressant. Et ça va m'aider pour la reproduction. Ouais. Alors on ne tient pas compte que de ça, mais c'est toujours des éléments intéressants. Ça permet aux gens de se fédérer. C'est un peu ce qui s'est fait aussi à la Vessia en Espagne. Voilà. Donc ça c'est un point très important dans la sauvegarde du coq de pêche, ce concours national de Neuvic. Et c'est vrai que tout le monde aime bien aime bien gagner ce concours. Voilà. Pour le concours de coq de pêche de Neuvic. Alors, il a été, c'est vrai, parrainé et aidé par un monsieur qui avait énormément de compétences, qui s'appelait Monsieur Guy Plat, qui maintenant s'est un petit peu retiré du monde de la pêche, mais qui a énormément apporté. Et ensuite, on a des gens comme Charles Guédy qui aujourd'hui sont on va dire les sages du coq de pêche et qui vont voir les meilleures plumes sur nos coqs. Voilà.